Nous sommes toujours en vacances et qui parle de vacances parle également de travail de vacances ou sinon job de vacances. On en parle aujourd'hui dans la chronique Un œil sur la société avec Serge Youssef Ouidraogo. Bien avant ça, vous aurez la revue de presse présentée ce jour par Alphonse Ouidraogo. On va décortiquer l'actualité nationale et internationale pour vous, suivi de la rubrique Invité du jour. Et dans cette rubrique, on reçoit un artiste humoriste. Il s'agit donc de La Jaguar. La Jaguar qui sera là pour nous parler surtout de ses actions sociales, vu qu'il a lancé un projet dénommé 8 milliards donc, de plantes pour sauver la planète. On en parlera. Il faut rappeler qu'il est aujourd'hui président d'une association dénommée Les Vagabonds donc de l'assainissement. On en parlera aussi dans la rubrique invité du jour. Madame, messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission. Cette semaine, on vous amène au mémorial Thomas Sankara. On reste à Ouagadougou pour promouvoir le tourisme interne. Il faut rappeler que nous sommes donc dans le mois de la promotion du tourisme interne. Et justement, on vous conduit au mémorial Thomas Sankara et c'est dans la rubrique à la découverte 2. Dans cette rubrique à la découverte 2, on et qui est très visible lorsque vous passez justement en centre-ville et vous allez voir donc cette statue-là devant le mémorial Thomas Sankara. Aujourd'hui, les restes de l'homme reposent également dans ce mémorial-là. C'est pour vous dire que c'est un site qui rend hommage à l'homme, au père de la Révolution, Thomas Sankara. Et nous vous amenons à visiter, à découvrir encore ce mémorial et on va vous inviter à écouter justement le projet, l'histoire du projet et la présentation du mémorial avec ceux-là qui se chargent aujourd'hui de la gestion de ce mémorial. Je me nomme M. Porgo Nassirou, étudiant à l'université Joseph Kizerbo. Ça nous dit beaucoup de choses. Le président a beaucoup présenté pour le Burkina. Voilà, donc ça nous donne beaucoup de fierté de voir ça. Le président a beaucoup fait. Donc on doit faire cela pour montrer que le président a fait beaucoup de l'histoire. Ça nous dit vraiment c'est lui. Ça nous fait pleurer même, tellement on ne le voit pas directement. On a envie de le toucher. Je suis Poudessier Sébastien, conseiller en communication. Nous sommes venus observer le statut de Thomas Sankara. Voilà, puisque après le dévoilement, on n'a pas eu l'occasion de nous approcher plus proche. Alors, je pense que ce monument par rapport au premier, parce que ça au moins ça reflète l'image de Thomas Sankara. Et en tout cas, je suis satisfait pour l'œuvre, surtout en tout cas un bravo au comité mémorial pour le travail abattu. Je ne pense pas que ça soit un gaspillage, surtout l'emplacement du statut, ça vraiment interpelle les uns les autres. Que vraiment il y a eu quelqu'un qui a accédé au pouvoir, qui a dirigé ce pays, qui a vraiment contribué au développement de ce pays. Je pense qu'en voyant ce statut déjà, même quand vous sortez hors du Burkina Faso, on vous demande Thomas Sankara. En voyant ce statut déjà, ça vous remémore. C'est vrai que nous, on n'est pas nés sous Thomas Sankara, mais après, on a entendu parler de lui, on a lu des bouquins autour de lui. Et vraiment, je pense que ce n'est pas du gaspillage. Mon nom, c'est Taboudou Silas. Je suis étudiant en droit. Je suis venu pour visiter le père de la révolution burkinabé, voilà, de 83 à 87, et qui a mouvementé le peuple burkinabé et qui a impacté la génération africaine, voilà, et en contribuant à la culture du sentiment panafricaniste et également aussi à galvaniser tout le monde autour d'un objectif précis qui est le développement de notre cher continent. Ce monument, c'est une représentation de l'identité burkinabé et de l'identité africaine en général. C'est l'expression de la volonté burkinabé, voilà, de vivre en connexion avec son âme qui est l'idéologie qui a vu le jour par le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. Et cette représentation également aussi nous interpelle à tout moment. Notre nature, notre essence, qui est des peuples souverains, des peuples voués au travail et à l'intégrité,
pour changer coûte que coûte les choses au sein de notre société. Nous sommes déterminés avec un sentiment de patriotisme et nous nous reconnaissons en la personne de Thomas Sankara et à chaque fois que le peuple s'élève, nous manifestons notre volonté de voir les choses avancer, voilà, en identifiant à cet homme qui est Thomas Sankara. Je pense que ce n'est pas un gaspillage de voir ce monument construit. Voilà, au contraire, c'est la chose qui devrait être attendue même il y a belle lurette. Parce que un peuple qui n'a pas une représentation officielle dans laquelle elle s'identifie, ça pose un problème. Quand vous partez aux États-Unis, vous verrez les représentations de Lincoln et de Obama. Vous verrez également aussi en Chine Mao Zedong. Et vous verrez également aussi les représentations de Napoléon et de Louis XIV en France. Donc ici au Burkina Faso, si nous avons eu un homme politique, un leader qui a changé véritablement le Burkina Faso, il nous faut cette idole-là puisse être représentée en cette forme statutaire pour cultiver et interpeller les consciences que nous sommes toujours capables, une génération assoiffée de développement, mais capable également aussi à se ressourcer auprès de cette idéologie de Thomas Sankara pour avancer les choses. Nous avons également aussi une conviction ferme dans notre volonté que tous les citoyens burkinabés voient les choses avancer. Nous avons également aussi cette autonomie, voilà, souveraine en notre sein, un sentiment fort que nous cultivons parce que avec Thomas Sankara, le peuple burkinabé est souverain et doit frayer une place importante dans l'espace sous-régional et pousser les autres nations également aussi à s'émanciper, voilà, contre toutes les clivages et les contraintes que les puissances tentent de s'aimer, voilà, pour pouvoir s'en sortir du joug de l'impérialisme. Moi, c'est M. Ganamtouré Aboubakar. Sincèrement, j'ai entendu parler, j'ai entendu ça partout dans le monde, à la télé aussi, par rapport à la statue de notre président, ancien président. Sincèrement, je suis content de venir visiter l'endroit. Mais comme aujourd'hui est mercredi, je n'aurai pas le temps pour le toucher, pour la fierté, quoi, la fierté de notre nation, sincèrement. Moi, quand je vois la statue, sincèrement, c'est équivalent à la personne. C'est équivalent à la personne que nous connaissons. Chaque fois on prend une photo, on regarde, on voit que c'est identique. Ce qu'il a contribué dans notre pays, sincèrement, ce n'est pas du gaspillage. Parce que ça, cela, des années, nos petits frères, ceux qui viendront, verront que ce monsieur a pu faire sur notre nation, a bien construit notre nation, sincèrement. Je viens de la Côte d'Ivoire, parce que j'ai vu ça à la télé, mais j'ai dit je vais venir à l'endroit fixe pour voir réellement la statue. Et je suis venu, sincèrement, je suis satisfait. Vous écoutiez à l'instant les témoignages de visiteurs au sein du mémorial Thomas Sankara qui sont venus et qui ont visité la statue, mais également le contenu du mémorial Thomas Sankara, parce qu'il faut rappeler que ce mémorial, ça ne se résume pas à la statue du père de la Révolution. Vous avez la possibilité aussi de visiter l'intérieur. Il y a d'autres projets aussi en cours pour encore rendre ce mémorial Thomas Sankara plus complet. Alors, pour la suite de cette émission, on va feuilleter les journaux ensemble et c'est dans la revue de presse. Pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous sommes avec Alphonse Ouitrago. Bonjour. Bonjour Madame Nikéma, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. On débute par quel journal? Avec le quotidien bogolais, l'Express du Faso qui affiche écrit: de notre indépendance, nous savons ce que nous allons en faire.
Banque des dépôts du Trésor, une véritable réforme de la gouvernance, c'est un autre titre du journal. Jeunesse catholique, vous devez demeurer debout contre toute forme d'adversité. C'est donc une analyse à lire dans ce quotidien Bobolais. Super Coupe AGSB Bobo 2024, cette année, on veut prendre notre revanche. C'est donc une déclaration de Cheikh Ouattara, coach de l'EFO. Le journal de tous les Burkinabés Sidoaya, lui, nous parle ce matin du 64e anniversaire de l'indépendance de Burkina Faso et écrit « Les sages marquent l'événement par une montée des couleurs ». Gestion optimale des finances publiques, la Banque du Burkina fonctionnelle. Toujours dans Sidoaya, on peut lire 41e anniversaire de la révolution démocratique et populaire. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, déclare « Je réaffirme ma ferme détermination à libérer notre pays », c'est-à-dire dans Sidoaya, dans sa parution de ce jour. Toujours dans ce quotidien, on peut lire « Examen scolaire et session 2024 ». Les taux de succès en hausse, c'est donc à lire toujours dans Sidoaya. Toujours dans Sidoaya, Croix-Rouge au Burkina, la Fédération internationale annonce un renforcement du partenariat. Le journal Aujourd'hui au Faso affiche ce matin rupture des relations Mali-Ukraine, Kiev entre confession et dénégation, c'est-à-dire dans Aujourd'hui au Faso ce matin. Et toujours dans ce quotidien, région du centre-est, 47,99 km de route bitumée à Bagré-Paul par le PUDTR. Rosatom en visite à Ouagadougou, c'est un autre titre du journal. L'état-major général des armées dénonce un fake news et c'est-à-dire toujours dans ce quotidien. Retrait définitif des boys américains du Niger. C'est décès de l'archevêque de Lomé, Monseigneur Bariga. CSC Modeste Ouedraogo installé, c'est-à-dire à la page 4 du journal. Le journal Le Quotidien nous parle ce matin du 41e anniversaire de la Révolution démocratique et populaire et écrit « Le président Traoré promet de s'inspirer de l'action de Thomas Sankara ». Première session 2024 du cadre sectoriel du dialogue santé, un bilan satisfaisant malgré le contexte sécuritaire, selon donc le premier responsable de ce département. Examen scolaire session 2024, hausse des taux de succès au CEP, au BPC et au baccalauréat. Dans sa rubrique Voyageurs de Guéna, le journal Le Quotidien nous informe ceci. 68e conférence générale de l'AUEA, entendue par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le Burkina Faso assure la vice-présidence. Samatenga, il simule un voyage pour fêter l'anniversaire d'une serveuse de Maki. Tenkodogo, 3 braquages de points de transfert d'argent en un mois. C'est à lire toujours dans le journal Le Quotidien, qui termine en disant, en nous apprenant, soutien au terrorisme, le Burkina Faso condamne l'attitude de l'Ukraine. Le journal L'Observateur Palga, dans sa parution du jour, nous apprend ceci. Nouveau président du CSC, lui, Modeste Ouedraogo, a reçu ses attributs. La lucarne des anciennes gloires, Hubert Ien, le petit Mossi Dono, c'est-à-dire à la page 4 du journal. Banque des dépôts du Trésor, la souveraineté financière en marche. Situation sécuritaire, ça s'améliore malgré les attaques. C'est donc une déclaration du colonel-major Alain Olo Palais. Élection présidence FBF, Oumarou Sawadogo face à lui-même, c'est-à-dire à la page 16. Résultat examen scolaire 2024, peut mieux faire. C'est donc une analyse à lire à la page 6. Terminons avec le journal Le Pays. Le Pays nous apprend examen et concours scolaire 2024, des résultats réconfortants en dépit des difficultés, c'est à lire à la page 2.
Événement du 4 août 1983, le président du Faso rend hommage à Thomas Sankara. Optimisation des finances publiques, la Banque pour Kinlem officiellement lancée, nous informe le journal Le Pays. Dans sa rubrique Révélation, le journal écrit Apologie du terrorisme, le CDP s'en démarque. Et toujours dans ce quotidien, on peut lire Conseil supérieur de la communication, lui Modeste Ouedraogo succède à Idrissa Ouedraogo. Commande publique, l'ancrage institutionnel des PPP renforcé, c'est à lire toujours dans le journal Le Pays. Dans sa rubrique Actu Sport, le journal écrit élection à la présidence de la Fédération burkinabé de football, le colonel-major Oumarou Sawadogo, désormais seul en course. Merci beaucoup Alphonse pour les titres de ces journaux. On revient sur l'actualité. On commence par le Conseil supérieur de la communication. Depuis quelques jours justement, le CSC a un nouveau président, donc à la personne de Louis Modeste Ouedraogo. Oui, je dirais c'est une surprise. Tout le monde a pris donc cette nomination. Louis Modeste Ouedraogo, qui était jusque-là vice-président au niveau donc, du Conseil supérieur de la communication, a donc eu cette ascension. C'est lui qui est désormais aux commandes donc, de cette maison commune, chargé donc de la régulation des médias. On peut dire que ça a été vraiment une surprise. Louis Modeste Ouedraogo, il faut dire que c'est pas un novice, hein, c'est un homme bien connu au niveau donc, du Conseil supérieur de la communication. Depuis 2007, il est dans cette maison. Donc, c'est un fin connaisseur de l'institution qui prend donc désormais les commandes. Louis Modeste Ouedraogo, c'est celui-là donc qui aura cette lourde charge, en tout cas de conduire la mission, de répondre vraiment aux besoins du moment, surtout que les médias actuellement, c'est comme vous pouvez le constater, il y a mille et une difficultés que traversent donc les médias, qui traversent donc beaucoup d'organes de presse. Donc on peut dire qu'il arrive dans un contexte où le besoin est pressant, mais en tout état de cause, en tant que fin connaisseur donc de cette institution, je pense qu'il pourrait être donc à la hauteur de la tâche. Alors, tu l'as dit, une surprise. Qu'est-ce qui peut expliquer ce changement, notamment de l'ancien du président sortant, Idrissa Ouedraogo, quand on sait que c'est juste quelques mois après sa nomination? Difficile de le savoir, mais ce qui nous arrive et ce qu'on reçoit de gauche à droite, c'est que depuis donc l'arrivée de Idrissa Ouedraogo, ce désormais ex-président du Conseil supérieur de la communication a exprimé sa volonté de remettre les choses en ordre, de faire donc cette refondation, le besoin de changement, le désir de faire plus que les autres était vraiment mis en avant. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il a voulu faire cavalier tout seul? Je ne sais pas. Est-ce qu'avec les autres conseillers, il y avait véritablement anguille sous roche? C'est possible. Tout compte fait, il faut dire que c'est un monsieur qui aurait donc fait en tout cas une courte durée à la tête donc de cette institution. Et ça me fait aussi penser à son passage au niveau donc de la mairie de Saponnet. Il n'a pas fait plus que la durée qu'il a fait au niveau donc du CSC. Après, il a été débarqué. Cette fois-ci, c'est comme si ce destin était congénital à lui. On ne comprend pas, mais on ne le laisse pas. On le laisse pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que il n'a pas véritablement cet esprit de management, en tout cas de faire chemin avec les autres, le fait de vouloir faire tout et tout seul? Est-ce que c'est ça qui a eu raison de lui? On ne sait pas, mais toujours est-il que dans les coulisses, c'est que il avait donc cette volonté de tout chambouler. Il voulait, par exemple, de mettre tout en cause, accuser aussi Y. C'est ce que les gens disent, mais ce sont donc des on-dit. Mais je pense que il y a eu quelque chose qui a été donc communiqué aux autorités. Et les autorités ont donc appuyé sur ça pour en tout cas procéder donc à ce changement.
Donc on ne peut pas faire un changement pour rien. Bon, on se le dit, hein. Mais est-ce qu'il ne faut pas craindre aussi pour cette maison, je vais parler du CSC, quand on sait ce que l'institution a traversé, il y a pratiquement quelques temps aussi. Quelques temps aussi. Il faut dire qu'après, donc, depuis le départ de l'ancienne présidente Béatrice Damiba, ça n'a pas été un fleuve tranquille pour le Conseil supérieur de la communication. La maison a connu une tambouille à une époque donnée, parce que quand Béatrice Damiba est partie, il y a eu donc Nathalie Sommet qui est arrivée vers 2014-2015. Après donc les élections, nous avons vu ces dossiers qui ont été mis sur la place publique, ce qui a donc conduit à son départ. Et après son départ, il y a eu cette crise de leadership. Chacun voulait être président du CSC. Après, Désiré Komboyo est arrivé. Il a connu aussi une traversée qui n'a pas été facile. On a vu aussi sous Damiba des conseillers qui ont été nommés. Et pour désigner le président, vous avez vu ce qui s'est passé avec le Daniel Bougaïré, ainsi de suite. Chacun voulait vraiment occuper, en tout cas, la tête donc, de cette maison. Et ça a vraiment été une crise que nous avons connue. Et ajouté à ce que nous venons de voir, je pense qu'on peut dire que les autorités de la transition ont voulu cette fois-ci ne pas laisser la maison se replonger dans une crise, en ce sens qu'ils ont même procédé à une relecture des textes qui gouvernent donc cette maison avant de procéder à la nomination des conseillers, des membres qui le composent. Donc je pense que ce remue-ménage a en tout cas permis d'éviter que la maison retombe encore sur une autre crise. Donc je pense que cette fois-ci, c'est la solution toute trouvée pour que les choses aillent vraiment très vite, parce que je vous ai dit que les défis sont énormes. Et on retient de Idriss Ouedraogo quelqu'un qui, avec ce court passage, il a posé aussi des actes. Des journalistes ont été, en tout cas, auditionnés, des émissions suspendues, des organes mis en demeure. Sur les réseaux sociaux aussi. Sur les réseaux sociaux aussi, le monsieur qui était un habitué des plateaux télé, quand il a été nommé, propulsé donc à la tête du CSC, ça a été tout autre homme, en tout cas au niveau du monde des médias. Bon, on verra bien où est-ce qu'il va atterrir, parce que souvent c'est comme ça aussi. On l'a enlevé de là, on verra bien où est-ce qu'il va atterrir. Deuxième actualité, là on s'intéresse à l'Inter. Au Nigeria, c'est chaud actuellement. Oui, c'est chaud et très chaud pour le monsieur Fuseur du Roi. Aujourd'hui, le même roi, il fait face à la réalité maintenant, parce qu'il faut dire que depuis quelques jours, les rues sont bonnes du monde au niveau du Nigeria. Il y a cette grogne de la population, les gens sont sortis dans les rues. La pomme de discorde, c'est quoi? C'est que le Nigeria, aujourd'hui, fait face à certaines réalités, certaines difficultés. Il y a une baisse du cours de la monnaie locale, le Naira. Ça fait que ça joue sur l'économie. Il y a eu aussi, comme pour remédier à cette situation, les autorités du Nigeria ont donc procédé, par exemple, à la suspension, à la suppression de la subvention qu'il y avait au niveau du carburant. Ce qui fait que du coup, il y a eu une hausse de tous les produits, ce qui fait que les gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Les gens ont commencé à parler, le carburant a augmenté, le coût des produits de première nécessité. Il y a beaucoup de choses. Et c'est pour cela que les gens ont commencé donc à donner de la voix. Aujourd'hui, on peut dire que ce qui est exprimé par les manifestants, c'est qu'il y a la malgouvernance qui a été donc soulevée, il y a la vie chère, il y a le fait qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Donc, avec ces manifestations-là, c'est depuis ces derniers jours, aujourd'hui, on dénombre une dizaine de morts déjà. Beaucoup de personnes arrêtées. Est-ce que cela peut être la solution? On ne le sait pas. Toujours est-il que le président Bola Tinubu
a fait une sortie dimanche pour appeler donc les manifestants au dialogue, pour annoncer certaines mesures. Par exemple, il a promis de revoir le train de vie de l'État, lui-même son salaire, les salaires des membres du gouvernement et même au niveau du Parlement. Il a demandé à tout un chacun de faire donc ce sacrifice. Il a promis en tout cas d'accorder certains avantages aux étudiants pour qu'ils puissent vraiment se mettre dans l'entrepreneuriat. Mais ce qui est difficile à comprendre lorsque les gens sont déjà dans la rue, malgré les bonnes propositions, c'est difficile d'être entendu. Oui. Et Bola Tinubu, malgré son discours d'une vingtaine de minutes, passe donc à côté de la plaque parce que les gens ont juste temporisé dimanche, mais lundi, les manifestations ont repris. On voit des drapeaux de la Russie soulevés, on voit le drapeau du Burkina qui flotte au niveau des manifestations. On voit que l'effet de l'AUS veut gagner du tir. Et Bola Tinubu aujourd'hui fait face donc à cette réalité. Il y a des personnalités qui commencent à donner la voix, comme le prix Nobel de la littérature, Wole Soyinka, qui a montré sa désapprobation face donc à cette tuerie au cours donc des manifestations. Il a regretté cela et il a condamné. Il y a aussi d'autres personnalités, même le chanteur Davido était de la manifestation, parmi les manifestants. Ça montre qu'aujourd'hui, ils sont très peu de Nigériens qui, en tout cas, appellent à soutenir le président Bola Tinubu aujourd'hui, très échelé. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il pourra contenir ces manifestations? C'est difficile. Ou est-ce qu'on va s'attendre à un basculement du pouvoir? Tout est possible, tout est possible. Je vous ai dit que lorsque vous n'écoutez pas votre peuple et que ce peuple encaisse et continue d'encaisser, il arrive à un moment où quand ce peuple va se lever, c'est difficile de contenir la colère. Bola Tinubu, qui pensait avoir toutes les manières du pouvoir, qui pensait pouvoir se faire entendre, qui aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO, occupe une place très importante, mais fait face aujourd'hui à une réalité. Le monsieur faisait du pouvoir, des rois, c'est aujourd'hui au pouvoir, mais il commence à vivre vraiment les dures réalités du pouvoir. Mohamedou Bouairi, on peut dire que l'ex-président, celui-là donc qui l'a succédé, a pu faire en tout cas 2 mandats avant de partir sans en tout cas faire face à une réalité pareille, mais aujourd'hui Bola Tinubu se trouve dans une situation très difficile et tout est possible. J'ai vu que l'ambassadeur de la Russie a pondu un communiqué pour dire que la Russie n'est mêlée de près ni de loin par rapport donc le fait que des manifestants brandissent le drapeau de la Russie parce qu'il y a des gens du pouvoir qui avaient commencé à accuser la Russie comme ce pays-là qui veut vraiment manipuler les manifestants. Donc l'ambassadeur a démenti cela. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est ce besoin de changement, comme au niveau des pays de l'AES, qui se propage, qui est exprimé au Nigeria? On ne le sait pas. Les gens vivent dans la paupérisation, dans la pauvreté. Il y a la vie chère, ça c'est une réalité. Est-ce que Bola Tinubu a aujourd'hui cette potion magique pour en tout cas faire taire les voix qui se lèvent, et pour faire taire donc cette pression? C'est difficile donc de le deviner. Et la Côte d'Ivoire qui lâche qu'il faut savoir partir? Oui, en Côte d'Ivoire, il faut dire que c'est Monseigneur Outois qui a donc lâché cette bombe. Et depuis cette phrase-là, on peut dire qu'au pays, au bord donc la lagune ébriée, les quotidiens en parlent, les hommes politiques reviennent là-dessus. Les gens pensent que c'est un message qui a été donc adressé au président Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui qui n'a plus en tout cas cette sympathie d'antan, qui a toujours cette volonté de briguer un autre mandat, un 4e en 2025. Est-ce que faut savoir partir est adressé à Alassane Dramane Ouattara? On ne le sait pas. En tout cas, chacun de sa position utilise donc cette phrase à son compte, mais il faut dire que
la Côte d'Ivoire aujourd'hui, beaucoup ont peur. Beaucoup ont peur parce que l'opposition, par exemple, demande à ce que Alassane Dramane Ouattara ne brigue plus un autre mandat. Pendant ce temps, au niveau donc du RHDP, la voix est unanime. Il faut encore que leur champion, Rebelote, puisse candidater. Qu'est-ce qui va se passer? Et ça me rappelle quelque chose. Les gens qui durent au pouvoir, ils ont peut-être tendance là à se dire que c'est difficile de partir. Je me rappelle qu'en 2013-2014, cette même question a été posée à l'ancien président Blaise Compaoré. À quand il va quitter donc le pouvoir? Il va en tout cas se faire succéder. À cette question, il a répondu que non, que la question n'est pas de quand est-ce que je vais partir, mais comment je vais partir. Donc vous imaginez comment je vais partir. Comment je vais partir. C'est le comment. Difficile en fait. Oui, c'est difficile. Alors que non, le comment ne devrait pas se poser. Si tu es arrivé à la suite donc d'une élection et on sait le nombre de mandats que vous devez faire, en principe cette question ne devrait pas se poser. Oui. Mais tu dois partir à la suite donc d'une élection parce que tu dois faire autant de mandats et le nombre de mandats étant limité, mais forcément il faut partir. Alors il a voulu donc jouer, mais ça n'a pas marché parce qu'on peut dire qu'en ce moment il était comme un otage parce que les militants du CDP, ceux qui soutenaient le pouvoir, ne voulaient pas du tout entendre cette phrase que Blaise Compaoré doit partir. Finalement, il est parti. Oui. Par comment? Je pense qu'il a aujourd'hui la réponse. Et pour que la Côte d'Ivoire ne puisse pas vivre une situation pareille, je pense que cette phrase de Monseigneur Courtois doit être bien entendue et traitée avec toute la diligence possible pour que Alassane Dramane Ouattara, s'il le veut, puisse sortir par la grande porte. Merci pour ces analyses. Merci. On va ensemble à présent découvrir les couleurs du temps et c'est dans la météo. Nous recevons pour vous aujourd'hui donc William Séverin, la Jaguar, pour parler donc de son nom d'artiste. Donc il a un projet de nommer 8 milliards de plantes pour sauver la planète. C'est une de ses actions sociales. On va en parler tout à l'heure. Bonjour la Jaguar. Bonjour à tous les téléspectateurs de Savane TV. Ça fait plaisir de vous retrouver ce matin. Merci, ça fait plaisir. Vous avez lancé ce projet-là et nous sommes également avec le web humoriste, influenceur guinéen Yva Leroy. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est la première fois au Burkina? Si, c'est la première fois, mais j'ai vraiment adoré. Vous avez adoré? J'ai adoré. Nous sommes comme ça, on sait accueillir, on sait prendre soin des étrangers. En tout cas, merci d'être là. Merci. Alors, la Jaguar, artiste humoriste. Il faut le rappeler, ça c'est vraiment votre métier de base. Ouais. Rien n'a changé, vous continuez l'humour sans problème. Oui, ça fait 9 ans que je suis dedans. Donc, c'est comme si on demandait aux journalistes, est-ce qu'ils continuent de faire le journal? Alors la Jaguar, on va vous inviter aussi à parler. Juste pour rire, c'est... Non, d'accord. En tout cas, il est là, mais je pose cette question parce que, est-ce que récemment vous avez fait un spectacle ou un one-man show? Voilà, bon, sûrement, peut-être, j'ai fait mon dernier one-man show, c'était en 2022 à Canal Olympia, où il y a eu 4700 personnes. Et mon prochain, c'est le 14 février 2025 à la salle des banquets. Ah, donc la date est déjà... Voilà, donc moi, je travaille avec un programme, un plan de carrière bien défini. Je suis dans mes activités humoristiques et également je suis dans mes autres activités. Donc, j'essaie de mettre les deux ensemble petit à petit pour faire avancer les choses. Alors, on va vous inviter à pousser encore plus la voix. C'est vrai que c'est le matin. Ah, ok. Peut-être qu'on est rentré tard hier, surtout qu'il y avait des activités. Il y a un étranger qui est là. On s'est promené. Ok, donc je disais, voilà, j'ai fait mon dernier spectacle, c'était en 2022, à Canal Olympia, où il y a eu 4700 personnes. Et mon prochain spectacle, c'est le 14 février 2025 à la salle des banquets. Et pour ceux qui ont bien suivi mon actualité, en 2023, j'ai fait 17 pays. Ah et, oui, en termes de tournée. Ouais, j'ai tourné dans 17 pays, en Afrique comme en Europe.
voilà, pour aller faire des spectacles. Et tout cela est disponible sur ma page. Et je crois que le planning de l'artiste aussi, c'est ça. Il ne suffit pas seulement d'être seulement sur le plan national. Parce que quand on sort, ça nous permet d'acquérir de l'expérience. Et c'est dans cette tournée d'ailleurs que j'ai croisé mon frère. Voilà, aujourd'hui, en 2024, il est venu connaître le Burkina. Donc c'est ça aussi la vision de la chose, quoi. Voilà. Sinon, quand même, en termes donc de rendu aussi, l'humour nourrit son nom. Non, c'est comme ce que je disais déjà à l'entame de l'émission. C'est comme si on demandait à un enseignant, est-ce que l'enseignement nourrit son nom? Ou bien à un policier, est-ce que la police nourrit son nom? C'est un métier comme... difficile de comparer la Jaguar, parce que votre métier, quoi qu'on dise, vous fonctionnez au cachet et au spectacle. En fait, ce que mais par exemple, l'enseignant, il est affilié, par exemple, s'il est fonctionnaire, à chaque fin du mois, il a son salaire. Voilà, donc de cette même façon, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, l'humour, c'est un métier comme tout autre métier. L'humour, c'est un métier à part entière, comme le président qui dirige le pays, comme la journaliste qui fait la présentation, comme le policier qui gère la sécurité, comme le directeur de société qui dirige les autres. L'humour, c'est pareil. Tout dépend de la vision qui t'a amené dans la chose. Parce que je me dis que tout le monde ne peut pas tout faire. C'est vrai, on a là à l'école, on a des gros diplômes, mais si Dieu dit que c'est dans l'humour, on va s'en sortir. On n'a pas le choix. Tu peux tout faire. On a vu des gens, par exemple, qui ont fait la médecine, après qui se sont retrouvés en communication. On a vu des gens aussi qui ont fait communication, après qui se sont retrouvés en banque. Donc c'est pour dire, la vie qui est là, il ne faut pas analyser les choses avec vos yeux. Nous, on regarde toujours quelles sont les opportunités, les bénédictions qui se cachent derrière chaque métier. Peut-être si j'étais directeur général, je n'allais pas voyager. Mais Dieu dit, à travers l'humour, tu vas voyager, tu vas rencontrer des personnalités, tu vas rentrer dans des endroits que tu n'imagines pas. Et tout ça, ce sont les opportunités du métier. En fait, il faut que les gens quittent dans cette histoire de... Si ton enfant, par exemple, dit qu'il veut devenir cordonnier, ne le fera pas. Il va être cordonnier de quoi? Est-ce que si ton enfant, c'est le cordonnier de tous les camps militaires du Burkina, il y a combien de paires de chaussures? Même les ministres ne peuvent pas avoir ce que le petit va avoir. Donc c'est pour dire, tout est une question de vision, tout est une question de grâce. Il faut que les parents commencent à comprendre que c'est pas une histoire de « Quelle école va pas un diplômier ?» Oui, il faut pas un diplôme, mais à la fin, on fait comment? Je pense que chacun d'entre nous vit les réalités autour de lui. Donc, moi, je rends grâce à Dieu parce que depuis 9 ans, depuis ma classe de terminale jusqu'à aujourd'hui... Alors que vous avez quand même eu le bac, vous avez fait l'université. Oui, je suis en train de faire un master en assainissement et développement des villes. Donc, c'est un bac plus 5 dans pas longtemps. Et là, je dirais que de ma terminale jusqu'à aujourd'hui, tout ce que la Jaguar a eu à faire, même les projets que vous parlez là, selon vous, c'est l'argent de quoi? C'est avec l'humour que je finance ça. C'est pas comme s'il y a une organisation qui m'accompagne, ou bien c'est quelqu'un qui me remet l'argent. Non. Il y a une vision derrière tout ce que nous faisons. Donc, il faut que les gens arrivent à comprendre que... Et j'aimerais bien qu'après la télé, ça c'est un cri de cœur que je lance, la télé puisse se lever comme ça un jour, nous appeler, pour montrer comment nous on travaille à l'ombre. La façon dont on écrit les textes, la façon dont on prépare souvent une vidéo de 3 minutes pour mettre sur les réseaux sociaux, ça va permettre aux gens de comprendre que ce que vous dites quand vous ne savez pas et ce que tu vas dire quand tu vas savoir, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. Mais néanmoins, c'est notre métier. On essaye quand même de prendre les critiques, les suggestions et puis on avance, quoi. Sinon, ça va. Voilà. Très bien, c'est un métier. Alors, je donne la parole à notre invité, Yva Leroy. Donc, je rappelle que vous êtes web humoriste, influenceur guinéen. Oui. Alors, qu'est-ce que vous créez comme contenu, votre particularité? Tout. Je fais de l'humour, j'essaie vraiment de travailler parce que c'est la vie qui m'inspire. Tout à l'heure, il y a un scénario qui est là, qui parle de la radio. Je fais de la radio dans une vidéo, mais je m'arrange que à la fin de la vidéo et qu'il y ait l'humour dedans, forcément. Maintenant, à part l'humour aussi, dans la vidéo, la personne qui regarde la vidéo, faut qu'il trouve quelque chose là-bas comme leçon de vie, leçon de morale à tirer dans la vidéo. Donc je jongle entre les trois là. Le fait de la société, l'humour et les conseils donnés dans les vidéos. D'accord. Alors, la Jaguar, parlons du social maintenant. Ouais. Parce que ça n'a pas commencé avec ce projet. On vous a vu dans des établissements, dans des écoles. Ça c'était en 2019. Oui. Mais c'est toujours la même association, les Vagabonds de l'assainissement. Rien n'a changé, c'est toujours le même. C'est quoi l'objectif en fait de l'association? L'objectif de l'association, nous sommes une structure de bénévolat
et spécialisé dans le domaine de l'assainissement, de l'environnement, réchauffement climatique, sensibilisation. Et depuis près de 2 ans, nous avons eu la chance, il y a nos bénévoles qui partent à l'école agricole de Toulouse, et en partenariat avec France Volontaire et puis le programme national du volontariat burkinabé. Ils partent se former en agriculture et en apiculture. Chaque année, on envoie au moins 4 personnes qui partent se former et ils reviennent. Et nous sommes à 8 maintenant qui sont allés et qui sont revenus. Le dernier groupe même est parti il n'y a pas longtemps. C'est ça aussi la vision, pour dire que tout n'est pas forcément argent dans la vie. Je prends un exemple simple. C'est pas parce qu'on ne t'a pas payé que tu vas voir un sachet dehors que tu ne vas pas prendre dans une poubelle. C'est un truc qui doit devenir un réflexe. C'est pas parce que tu es en train de circuler, tu as vu un feu tricolore qui est penché, si tu as la possibilité de remettre ça à la place avant que la mairie ne revienne. C'est ce qu'on appelle les actes citoyens. Donc notre objectif, c'est pas seulement le ramassage de déchets. C'est d'abord travailler le mental. Quand je dis par exemple que la plupart de notre population souffre de problèmes d'hygiène mentale, c'est fort. Mais l'hygiène mentale, c'est quoi? C'est parce que dans la mentalité, c'est pas propre, que souvent on a des difficultés à se comprendre par rapport à certaines choses. Donc, c'est une philosophie qu'on essaye de partager entre amis, entre camarades. On a 779 bénévoles dans cette association et c'est ouvert à tout le monde. On a du tout dedans, il y a des journalistes, des communicateurs, des médecins, des commerçants, des entrepreneurs. Voilà, moi-même artiste, des étudiants, il y a du sein des écoles et des journées aussi de salubrité. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous faire le point de ces actions? Et nous avons eu à faire 129 actions en 2019 et 2021. On a distribué 3000 poubelles et 1097 lave-mains entre les 2 ans là. Et le programme continue toujours. Mais comme je l'ai dit, c'est un projet qui a été élaboré jusqu'en 2031. C'est pas comme si on se lève comme ça du jour au lendemain et puis on dit bon, aujourd'hui là, on va faire ça. Non. C'est un projet réfléchi depuis 2015. Et Dieu a fait grâce en 2019 qu'on a commencé l'action. C'est pour dire que tout se prépare dans la vie. Et chez nous, même ce que je suis en train d'expliquer, ça fait partie de l'hygiène vitale. Parce qu'il y a des modules qu'on a élaborés. J'ai élaboré 14 modules. L'hygiène mentale, l'hygiène vitale, l'hygiène comportementale. Donc c'est à travers tous ces aspects-là qu'on essaie aussi de partager à nos camarades. Tu peux utiliser ça. C'est pas qu'on a fait ça à l'école, mais ce sont des choses que la vie nous a apprises et on essaie de partager avec nos camarades. Donc c'est un truc comme ça, le bureau est à Ouaga 2000. Pour ceux qui veulent bien sûr, je pense qu'après ils pourront passer. C'est ouvert à tout le monde. Voilà. Maintenant parlons, pourquoi justement, qu'est-ce qui vous a motivé, monsieur Yvan Leroy, à rejoindre la cause de la Jaguar? Je suppose que vous avez été invité par lui, mais qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre? Je me dis déjà, c'est une bonne cause, l'environnement. Plantons des arbres. Aujourd'hui, si vous remarquez dans nos différentes villes, parce qu'on a les mêmes réalités, d'accord, et autour d'été, on a parfois des jeunes qui ne travaillent pas. Mais lorsqu'ils vont s'asseoir pour préparer le thé, ils s'assoient sous les manguiers, sous les arbres. Tu t'imagines, vous imaginez que dans une famille ou bien dans une cour où il n'y a pas un arbre, lorsqu'ils vont faire le thé, ils vont aller chez les voisins forcément. À part ça, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique qui nous frappe un peu partout dans le monde, et sans ça, là, c'est du pain perdu. Donc nous, déjà, on le fait chez nous. Donc lorsqu'on a vu l'initiative de notre ami, il nous fréquente souvent, il est tout le temps chez nous et on l'invite dans des événements là-bas. On s'est dit pourquoi pas venir l'accompagner. Vous voyez? Donc parce que je me dis que de Conakry à Ouagadougou c'est loin, mais c'est la même communauté. Vous comprenez un peu, c'est la même réalité. Donc, paraît que cette année, la façon dont ça chauffait sur Conakry, on pensait qu'il n'allait pas pleuvoir. Donc du coup, lorsqu'il a commencé à pleuvoir, les associations se sont réunies, on a commencé à planter les arbres un peu partout. Donc je me dis que vous faites aussi ces actions semblables. Exactement, on le fait déjà, mais étant aussi ambassadeur de 8 milliards de plantes, ça nous encourage aussi de plus à travailler. Parce que là, et le projet, c'est pas seulement le Burkina Faso ni Ouagadougou. Parce que lorsque je vais rentrer à Conakry, nous allons lancer aussi là-bas, comme ce qu'on a fait par là. Donc je suis ambassadeur là-bas, donc à partir de là-bas aussi, on continue. Parce que 8 milliards de plantes là, on ne va pas planter tous les 8 milliards de plantes à Ouagadougou. Après ça, on met 8 milliards de plantes à Ouagadougou. Comment les gens vont circuler? Donc justement, la Jaguar, on va comprendre encore mieux le projet. Voilà, donc après 2021, on s'est assis en réunion et on s'est dit, bon,
on va amener une initiative qui va encore piquer le monde. Une initiative réfléchie par des jeunes africains, voilà, que nous allons essayer de voir comment marquer le monde avec ça. Parce que notre objectif, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, c'est ça. Et montrer que c'est possible. Déjà 8 milliards de plantes pour sauver la planète. Il y a des gens qui m'ont demandé, mais les 8 milliards de plantes là, il faut enlever 1 million dans l'argent là. Tu vas me donner, je vais gérer mes projets. Ça par exemple, c'est la mentalité qui amène ça. 8 milliards de plantes équivaut aux 8 milliards d'habitants de la Terre. Ça veut dire que si chacun plante un arbre, vous allez voir que cette question de réchauffement climatique sera finie. Mais on sait que c'est impossible parce que les gens n'ont pas les mêmes problèmes. Donc, on envoie l'initiative qui consiste d'abord à planter des arbres devant les concessions où il n'y a pas d'arbres dans n'importe quelle ville du monde, dans n'importe quel pays du monde. Et dans chaque pays, nous avons des ambassadeurs. Même dans les villes, dans les quartiers, nous avons des ambassadeurs dans chaque zone. Et actuellement, nous avons 487 ambassadeurs à travers le monde entier. C'est pour dire, dans le mois d'août, il y a une période que nous sommes en train de guetter. Tous les ambassadeurs vont mener des actions en même temps, à la même période, à la même heure. Et on va utiliser ces images-là pour faire une carte, pour montrer que voici ce qu'on peut faire quand on se met ensemble. Ça, c'est l'idée derrière la chose. Deuxième aspect, on a décidé de donner le pouvoir à la femme à travers ce projet, parce qu'on forme les femmes en recyclage, en utilisant les sachets plastiques, les pneus usés, pour former les femmes en recyclage. Quand on a lancé la formation qui est gratuite d'ailleurs, on a eu 278 femmes qui se sont inscrites. Mais on a dit pour le lancement, on a choisi juste quelques femmes et comme échantillon pour faire la formation, pour présenter ce que les femmes peuvent faire en 2 jours. Imaginez maintenant si on a un accompagnement, qu'est-ce que les femmes peuvent faire en 1 mois, en 1 an, en 2 ans. Or, une femme qui est épanouie, c'est toute une nation qui est épanouie. À cela s'ajoute lever des fonds pour scolariser, entretenir, nourrir une fondation qui a plus de 150 orphelins et de veuves. C'est ça la mission du projet. Donc c'est pour dire que il ne faut pas tout le temps regarder les choses comme ça et se dire non, voilà, ceux-là, ce qu'ils font là, c'est de la politique, ceux-là, ce qu'ils font là. J'ai commencé à dire quelque chose dès le début de l'émission. Chacun a sa mission dans la vie. Vous êtes né pour être journaliste, présentatrice. C'est ce pourquoi vous êtes assis ici. Lui, il est né pour être web. Moi, je suis né pour être humoriste. Celui qui est derrière la caméra est né pour être technicien. Ça veut dire qu'on ne peut pas inverser les rôles. Il y a d'autres qui sont nés aussi pour faire la politique, d'autres sont nés pour diriger. Il faut que les gens soient à mesure de comprendre ça. Et tout le monde ne verront pas les choses de la même manière. Toi, peut-être, c'est l'argent qui peut t'inspirer à rentrer dans des choses. Mais nous, Dieu nous a donné cet état d'esprit-là, avec les moyens qu'il faut pour faire les choses. Maintenant, on ne dit pas qu'on met les hommes politiques à côté de notre chose. Le plus important, comment on peut faire pour faire avancer notre pays, avancer notre continent, c'est ça le plus important. Samedi dernier, vous avez lancé le projet dénommé 8 milliards de plantes pour sauver la planète. Qu'est-ce que vous avez mené concrètement comme activité? Voilà, Dieu merci. L'événement, c'était le 3 août. Entre le 1er et le 2, on a formé les femmes au siège en recyclage. Et le jour du lancement, elles ont exposé ce matériel-là et on a fait lever des fonds à travers ce matériel-là pour scolariser ces orphelins que j'ai dit là. Et on a pu planter 250 plantes dans le quartier de Balcuy sur 350 concessions. Parce qu'avant d'aller planter, une semaine avant l'activité, on fait d'abord une prospection dans le quartier. Pour voir quels sont les ménages qui sont dans le besoin, quels sont les ménages qui sont d'accord. Parce qu'avec l'expérience, on a eu des cas où quand on est allé, quand on est arrivé le jour de l'activité maintenant, tu entends, comme vous avez dit, vous allez nous donner là où nous on veut maintenant. J'ai dit, on ne donne plus. Voilà. Puis quand tu es dans l'assainissement, que tu vas connaître la vraie nature de l'homme. On ne dit pas ça pour dire qu'on n'aime pas les gens, on aime les gens. Mais quand vous allez rentrer dans le social, vous allez savoir que gérer un homme, c'est très 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 difficile. Mais Dieu merci. Il faut faire son bonheur malgré le vide. On a planté 200 plantes dans 200 concessions. Et les 150 restants, les autres sont en train de continuer ça. Et la semaine prochaine ou sur-prochaine, on doit aller dans un autre quartier. Et après, on ira dans les autres. Vous étiez dans quel quartier? À Balcuy. Okay. Voilà. Donc, la semaine prochaine, on continue à Karpala. Après, on va aller dans les autres quartiers. Après, dans les autres villes. Et c'est pour tout le mois d'août Non, c'est à perpétuité. Il n'y a pas de limite. Parce que déjà, la semaine prochaine, je serai à Abidjan pour la même cause. Et à la fin du mois, vers le 25-27, comme ça, je serai à Brazzaville, au Congo, pour pouvoir mener ces actions. Donc, désormais, quand je me déplace, il y a des actions qui sont menées
avec des gens sur place là-bas. Okay. C'est vrai, je vais pour la prestation humoristique, mais quand j'arrive, en même temps avec ceux qui m'ont invité, on initie ça et on mène une action. C'est une autre façon de voir les choses. Donc l'idée de 8 milliards de plantes, c'est comme il a dit, c'est pas pour planter au Burkina Faso, mais c'est vraiment pour nommer aussi des ambassadeurs qui vont être le relais. Par exemple, Yva est là et va prendre le relais au niveau donc, de la Guinée pour la plantation des arbres. Alors, on sait que planter c'est bien, mais surtout, quelle est votre stratégie aussi pour permettre l'entretien, pour que ces arbres puissent survivre? Voilà, je pense que l'entretien n'est pas compliqué. Et c'est comme je dis tout le temps, chez nous, quand nous faisons nos actions, il y a toujours quelque chose de très important derrière. Nous, on tape sur la table. Quand je dis taper sur la table, quelqu'un ne va pas venir te confier un enfant et puis tu vas te lever le matin, tu ne laves pas l'enfant. Tu ne le donnes pas à manger. Et puis, tu ne l'habilles pas. Et puis, tu dis qu'il faut que cet enfant-là puisse grandir. Quand des gens s'asseyent et réfléchissent et raisonnent, prendre des plantes avec une grille gratuitement pour venir te remettre. Vous plantez en même temps, hein? Non, c'est en même temps. Bon, je prends par exemple la grille là qui fait 2500 l'unité. Les plantes là, minimum 1000 francs. C'est 3500. Si des gens ont pu avoir le courage de prendre ça comme ça pour venir vous remettre, vous-même consciencieusement là, on n'a pas besoin de vous dire c'est devant votre porte, il faut entretenir. Je pense que il faut que les gens quittent dans cette histoire de non, mais comme ça là, entretenir, on va faire comment? L'État ne va pas venir entretenir ça devant votre cour. Nous, les membres de l'association, ne viendrons pas entretenir cela devant votre cour. Je m'en excuse, ne prenez pas mes propos en mal. Parce que c'est comme je dis, face à certaines situations, il faut que tu sois dur, sinon ça ne peut pas marcher. Bon, tu as eu la chance, d'autres n'ont pas eu cette chance, on est venu te remettre quelque chose. Je pense que quand même, la personne là doit quand même faire l'effort, arroser la plante, l'entretenir. Et je pense que quelques mois après, quand tu vois l'évolution de la plante, toi-même tu te dis, ah, j'ai fait des efforts et il y aura la verdure, il y aura l'ombre et c'est toi qui vas en profiter, c'est toi qui vas bénéficier. Nous, on ne sera plus là-bas. Voilà, donc vraiment on attire aussi l'attention des populations, aidez-nous, c'est pas facile. Voilà, et puis quitter dans l'histoire de non, au revoir quand on zalmaya, ton nanya ko mayene. Non, là je crois quand même. Donc vraiment c'est juste pour dire, pour dire qu'il faut qu'on s'aide, voilà, aidez-nous aussi. Au moins quand quelqu'un vous remet quelque chose là, il faut connaître la valeur de la chose. Ah, ça veut dire que le projet est accompagné de sensibilisation et de discussion tout le temps, forcément, pour permettre aux gens de comprendre. Parce que la période de prospection, c'est en même temps la période de sensibilisation. D'accord. Et le jour aussi on plante, les familles sont là et puis on continue encore de passer le message. Ah oui. Merci bien, on a épuisé notre temps. Vous êtes là pour encore? Oui, on a épuisé le temps. Hein. C'est fini? Oui, c'est ça. Là, il a... C'est ça, mais... Ah ouais. Non, la Savanti... Du moment que c'est fini là-haut, oui. Je vais vous dire, quand je venais là, à la frontière là, j'ai laissé mon pneu d'avion là-bas quoi. Donc arrangez-vous, vraiment, je ne vais pas rentrer sans pinot là. Parce que si je rentre comme ça sans pinot là, je ne pourrai pas atterrir à Abidjan ni à Conakry. Donc du coup, remettez-moi mes pinots. Parce que j'ai remarqué partout en ville ici, on utilise les pinots pour arranger des poubelles. Je sais à quoi de ça, ils ont détourné mon pinot là. Donc pardon, la population de Ouagadougou, remettez-moi mes pinots, je vais rentrer. Sinon, je vais rester ici. Franchement, merci. Je tiens à dire merci à la chaîne. Et merci au premier responsable et à toutes ces personnes-là, tout le temps qui nous invitent pour nous mettre en lumière. Nous sommes vos enfants, nous sommes des jeunes, comme on l'a dit. Accompagnez-nous, soutenez-nous. Parce que, comme je l'ai dit, chacun a sa mission dans la vie. On essaye de faire des efforts. Et que Dieu bénisse. Suivez Savane TV, la chaîne que vous connaissez, qui soutient toujours les populations. Merci et qui donne beaucoup. La bonne Merci d'être passé. Merci à vous donc d'avoir suivi cet entretien qui s'achève maintenant. On marque une petite pause et on retrouve d'autres invités. Et bien sûr, ce spot publicitaire annonce notre invité actuel. Il s'agit de Yacouba Diallo qui est là à Savane Média en tant que technicien, mais qui fait autre chose puisqu'il est là pour nous parler de formation en culture hors sol. Bonjour Diallo. Bonjour Arzeta. Bonjour chers téléspectateurs. Merci d'être là. Merci. Alors, comment la formation en culture hors sol va se passer? Bien, merci. La télévision des nouvelles idées, je vous dis bonjour. Nous avons préparé, comme vous l'avez vu dans le spot passé, une session de formation en culture hors sol. Et c'est prévu pour le samedi 10 août à la Maison du Peuple. Comment elle va se passer techniquement? Et nous allons faire
en une session 2 formations cette année. C'est l'innovation. 2 formations, pourquoi nous allons étudier les vergers, comment les entretenir et comment prendre soin de notre potager aussi, qui est avec la culture hors sol bien sûr. Et pourquoi la maison du peuple, c'est assez symbolique. Nous pensons que c'est le lieu adéquat pour faire quelque chose pour notre nation. Voilà pourquoi cette année on a décidé de le faire à la maison du peuple. Grâce à nos parrains que je ne cesse de remercier. El Hadj Zida Boubacar Sidnaba qui est mon patron, qui est mon papa, que j'ai dit bonjour. Et avec El Hadj Sana Madi qui est le PDG du Césamaf et de l'engrais Fertiplus. Pourquoi eux? Parce que ce PDG, M. Sana m'a dit, son engrais est bio. C'est pour le bien de toutes les plantes. Et ça marche avec les grands vergers aussi. Voilà pourquoi. D'accord. En gros, voilà notre programme pour le samedi. Pour le samedi. Voilà. Alors, les conditions de participation, si on veut participer à cette formation en culture au sol. Ok, tout le monde est invité. Et nous allons faire la session en français et en moré. Ok. Vous êtes conviés à venir partager votre expérience aussi, parce que chez nous, c'est pas que nous nous formons seulement. Nous vous suivons avec des groupes et on échange dans la communauté pour le bien-être de toute la population. Voilà. Et les arbres, il faut qu'on se rappelle que les arbres, ce n'est pas que le potager seulement, mais on peut utiliser les arbres pour se soigner. Il y a des gens qui peuvent prendre cette connaissance pour faire des arbres pharmaceutiques qui vont nous soigner. Donc je vous convie vivement à venir. Et les conditions de participation, c'est 25 000 francs pour cette année. Vous avez droit au livre de formation. Et peut-être, si la chance vous sourit, on a établi une tombola pour les participants. D'accord. Donc cette tombola, on a fait quelques petits lots. C'est pas grand-chose, mais on pense que c'est bon toujours d'aider ceux qui veulent réussir. Donc on a fait des lots de 100 000 francs, 150 000 francs et 250 000 francs qu'on va remettre aux heureux gagnants de la tombola qui va se faire là-bas en même temps. D'accord. Voilà. Et ça, il faut prendre son ticket donc, pour venir à la formation. Exactement. Parce que c'est justement ces tickets-là qu'on va certainement tirer au sort. C'est bien sûr. Ok. Et ces tickets, vous pouvez l'avoir soit en nous appelant, je vais vous donner le numéro tout à l'heure, donc merci de noter, ou bien en venant au siège de Savane Média ici à Sissin. Pour ceux qui sont en province, vous nous appelez au numéro 71 22 33 51 ou au 74 56 68 67. Nous allons vous répondre. Nous allons vous montrer comment faire pour pouvoir entrer en possession des tickets. Mais je tiens à souligner que nous allons clôturer les inscriptions pour bien préparer la session le jeudi soir. D'accord. Le jeudi soir, nous allons clôturer pour permettre à nos apprenants d'être à l'aise et les mettre dans de très bonnes conditions d'apprentissage, de formation, parce qu'on cherche des formations de qualité. Ok. Merci bien. Donc, merci beaucoup. On se donne rendez-vous. C'est samedi prochain? Samedi prochain. Ok. Oui, bien sûr, au niveau de la maison du peuple. Merci bien. Et c'est à partir de quelle heure? À partir de 9h, pour permettre aux Burkinabés et tous ceux qui veulent adhérer de pouvoir venir s'ils sont en province. D'accord. Maximum 15h, Inch'Allah, on aura terminé pour les permettre de rentrer aussi à la maison tranquillement. Ok. Voilà. Merci beaucoup. On sera là pour apprendre, pourquoi pas, à avoir notre petit jardin à la maison. Pour ou bien Watman greffé. Pourquoi pas. Voilà, on va vous apprendre le greffage. D'accord, super. Merci beaucoup, merci. Diallo. Merci et bien. puis, on va maintenant passer à la rubrique Un nœud sur la société avec Serge Youssef Ouidrago. Comme chaque mardi, on parle aujourd'hui des jobs de vacances. On va d'abord écouter les avis des populations et on installe Youssef.
Le métier pour les enfants. Pour ne pas que les enfants restent à la maison pendant les vacances. Bon, pour tourner dans les quartiers, ils peuvent devenir des voleurs. Voilà, on peut les envoyer dans des... Il y a des centres. Bon, genre, il y a le mécanisme, il y a menuiserie, l'électricité, bon, il y a des soudures, il y a des tailleurs qui sont là. Voilà, on peut les envoyer là-bas, ils vont apprendre. Voilà. Maintenant, bon, il y a des trucs aussi. Bon, nous, on voit qu'il y a des parents aussi qui donnent du marchandise aux enfants de vendre. Bon, quand c'est comme ça devient un peu compliqué. Si l'enfant est habitué à l'argent, c'est pas sûr que pendant les cours, ils vont pouvoir continuer. Voilà, ça peut jouer sur eux. Aussi, là où il y a l'apprentissage aussi, on peut ne pas les donner l'argent comme ça. Bon, juste à midi, on peut les payer à manger. Maintenant, bon, on peut les donner de l'argent pour des habits, pour des chaussures, mais pas donner de l'argent directement aux enfants comme ça. Alors, ça peut jouer sur eux. Au moins, si on cherche un bon boulot pour eux, au moins par rapport à demain, ça peut les aider. Par rapport si on les laisse et puis ils sont en train de tourner, en fait, c'est pas bon pour les enfants. Voilà, au moins, si on cherche quelque chose pour eux à faire, si c'est un garçon, au moins, on n'a pas cherché un métier. Il y a les garagistes, il y a les comment on appelle ça, il y a l'électricité. Au moins, il y a beaucoup de travail que vous pouvez chercher pour eux. Mais si ce sont des filles, au moins, il y a des... En fait, au moins, si ta maman fait quelque chose au marché, si pas, elle peut t'amener au marché, tu suis de petite à petite, quoi. Tu vois, non? Ou bien. Voilà, et puis pour les enfants qui travaillent la nuit, en fait, c'est pas bon. C'est une bonne éducation pour les enfants. Par rapport aux filles, par rapport aux filles, c'est pas bon. À son âge, il commence là-bas à se gâter. Même des garçons aussi. Lui, à son âge, il commence là-bas à se gâter aussi. Voilà, donc au moins, si on peut chercher un bon métier pour eux, demain, ça peut les aider. Ce que j'ai à donner, mes petits frères qui sont en vacances, je veux qu'ils aient un bon boulot pour faire pendant les vacances et pendant l'école ici, il reprend. Comme ça, si il sort dans l'école et puis il n'a pas s'il n'a pas de travail, voilà, il peut faire ce qu'il faisait pendant les vacances là. Il peut faire le mécanique, menuiserie ou plomberie aussi. Tout ça, c'est du bon travail. Oui, ça pouvait les servir. Parce que ça peut inviter de venir un bandit dans les quartiers. Si on pouvait les apprendre les travaux, genre les travaux de l'art, les travaux qui se pratiquent avec les mains plutôt. Voilà, moi je pense qu'en faisant cela, ça sera un peu intéressant avec eux. Ce sont des travaux que tu ne peux pas dire demain que tu as perdu ton emploi. Bon. En tout cas, ça a beaucoup d'importance. Ça garantit premièrement ta vie, puisque tu dépends pas de personne. Ouais, tu peux dépendre de toi. Et puis, parce que si tu connais déjà ces métiers, tu peux déjà prendre soin de ta famille, et ton papa, ta maman. Et après, maintenant, tu peux passer à fonder une famille, pourquoi pas, puisque tu dépends de toi-même. Puisque tu as quelque chose à faire que tu sais que bon, et tu peux compter sur Dieu quoi. Voilà. Ce que les élèves doivent faire pendant les vacances, c'est de chercher un métier bon, qui leur donnera un peu quelque chose. Bon, en fait aussi, ils doivent avoir des heures régulières, rentrer tôt. Oui, vous voyez. Moi en tout cas, je me balade avec ça. Bon, je rentre tôt vers 17h, 18h comme ça, je rentre. Voilà, je garde quelque chose pour bien m'occuper pendant l'école. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai décidé de me balader avec ce panier. Bon, parce que je ne peux pas m'asseoir sans rien faire. Pourtant aussi, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. Bon, vivre bon, pour aller là, bon, gagner un concours, ce n'est pas facile. Donc si je me lance dans l'entrepreneuriat, bon, peut-être ça peut donner quelque chose. Depuis que j'ai commencé à vendre ça là, bon, je vois que l'entrepreneuriat c'est très bon. Voilà. Au cas où je ne rentre pas dans la fonction publique, je sais aussi, je gagne une idée sur l'entrepreneuriat là. Voilà. Merci beaucoup Germaine Farama pour ce micro-trottoir. Merci à vous, chère population, pour vos avis. On retrouve Youssef pour parler des vacances et des jobs de vacances. Bonjour Youssef. Bonjour Abdeta.
Bienvenue. Merci. Les enfants, parce que c'était des élèves avant, aujourd'hui ce sont des enfants, donc les enfants et les jobs de vacances, c'est vraiment la réalité actuellement. On voit les enfants qui se promènent pour vendre ceci ou cela. On a vu dans le micro-trottoir des exemples d'ailleurs. Alors, on se dit que les vacances, c'est vraiment une période de repos. Pourquoi faut-il travailler? Et c'est vrai que c'est une période de repos, mais il faut dire que s'il faut rester à la maison pendant 3 à 4 mois et ne rien faire sans bouger, je pense que c'est un peu nuisible aussi pour le corps et puis pour la personne. Et la santé même, quand tu ne bouges pas, voilà. Pourtant, vous savez que les enfants sont habitués à aller à l'école, marcher, revenir, s'asseoir sur ta porte, en classe. Mais 4 mois, s'asseoir et ne rien faire, et dormir, manger, la télé, je pense que c'est pas bon. Donc c'est pour cela qu'il faudrait quand même diriger les enfants vers certains jobs pendant ces vacances-là, pour qu'au retour de ces vacances-là, l'enfant puisse se sentir encore bien à l'aise pour affronter l'année scolaire. Alors Youssef, en termes de travail des enfants, on sait qu'il y a quand même des formes, bon, il faut dire même le travail des enfants est interdit par la loi, surtout les pires formes de travail là. Alors, dans la société traditionnelle aussi, on dit qu'il faut initier l'enfant petit à petit à être indépendant, donc il faut l'initier au travail. Comment on fait pour concilier ces deux aspects? Il faut dire que c'est vrai qu'on dit que le travail des enfants est interdit, surtout les pires formes dont vous avez parlé. Mais je me dis qu'à partir de 15 ans, l'enfant quand même peut faire quelque chose. Voilà. C'est vrai que la loi interdit ça. Mais dans la société traditionnelle, on se dit qu'on fait accompagner un enfant par une personne âgée, voilà, son grand frère ou bien grand-mère, grand-père. Donc l'enfant apprend à côté de ces personnes âgées-là. Par rapport à son âge, on lui confie certains boulots, certains travails. Voilà, vous savez que les jeunes filles, maman peut lui dire, vas-y laver les plats, va balayer la cour, nettoie la maison. Les jeunes garçons aussi peuvent le faire. Voilà, ce que la jeune fille peut faire, le jeune garçon peut faire ça. Maintenant, quand on vous confie un travail, vous allez regarder ce que le papa est en train de faire. Au fur et à mesure, vous apprenez. Et maintenant, un jour, il va vous dire, allez-y, vous allez essayer vous-même. Donc, vous voyez que dans la tradition, même, on respectait même les droits de l'enfant, même avant qu'on vienne nous dire encore qu'il y a... Donc, déjà, il y avait des droits de l'enfant dans notre tradition-là. Parce qu'on ne laisse pas l'enfant seul faire quelque chose. On l'initie au fur et à mesure. Voilà. Juste à ce qu'il puisse savoir faire. Se débrouiller lui-même. D'accord. Alors, prenons au cas par cas, pour les enfants du village, par exemple, pendant les vacances, les enfants qui sont au village, mais qui vont à l'école, pendant les vacances, quelles sont les activités que ces enfants peuvent mener? Et il faut dire que si c'est au village, vous savez que c'est la période des travaux champêtres. Voilà. L'enfant peut ne pas avoir la force pour aller cultiver. Mais l'enfant peut quand même aller avec les animaux pour leur donner de l'eau. L'enfant peut aller détacher le soir pour les ramener. L'enfant aussi peut, vous savez que souvent on dit qu'on initie les enfants aussi à travailler la terre. On leur donne un petit lopin de terre et chaque matin, lui aussi, il va essayer un peu. Voilà, au fur et à mesure. Quand l'enfant fait cela, l'enfant aussi apprend ce qu'il a appris à l'école. Vous savez qu'à l'école, on parle de l'agriculture, on parle de l'élevage. Donc, le fait de voir ça concrètement, l'enfant qui va retourner à l'école, quand on va parler de l'agriculture, on va voir comment on sème. Après les semis, les différentes phases que les récoltes vont prendre là, pour mûrir là, tout cela, on apprend à l'école. Mais concrètement, si l'enfant fait ça pendant les vacances avec les parents, il se doit, quand l'enfant va revenir à l'école, il a déjà ça dans sa tête et il sait que les différentes phases qu'on apprenait à l'école là, il a vécu ça concrètement sur le terrain. Donc vous voyez que ça aide l'enfant à transposer les connaissances de l'école au niveau du village, au niveau de la famille. Et lui-même, plus tard, aujourd'hui on parle de l'agro-business. Il y a des gens qui sont là, qui s'investissent dans l'agriculture, dans l'élevage. D'autres ont appris avec les grands-parents, les grands frères, comment élever, comment abréver un animal au fur et à mesure. Et quand ils ont grandi, c'est resté. Et à l'école, ils ont dit, moi j'ai fini mes études, mais je ne vais pas cultiver. Je ne vais pas faire cela. Donc c'est déjà du boulot. On n'attend pas qu'on dit, venez, et vous avez vu la dernière fois,
il paraît que pour 23 places, il y avait plus de 1000 et quelques candidats au stade municipal. Vous voyez? Mais si on apprend les enfants, on les initie à l'élevage, à l'agriculture, chacun peut devenir un grand agriculteur ou un grand éleveur. Alors, en ville, c'est autre chose. Hein? Oui. On peut parler de quelle activité pendant les vacances? En ville, aujourd'hui, quand vous voyez les enfants se promènent avec des lotus pour vendre, d'autres, ce sont des arachides, d'autres, c'est du maïs que les filles a aigri le maïs pour vendre. Et il y a d'autres aussi qui vont apprendre un métier. Il y a d'autres qui vont dans les ateliers, de soudure, pour faire la couture, la menuiserie, pour aussi faire les stages en électricité, en électronique. Donc, parce qu'à l'école, ils ont appris ça. Donc, ces vacances, ils profitent aussi pour renforcer les connaissances. Donc, en ville, voilà ce qu'on peut faire comme job de vacances. On peut amener les enfants à faire comme job de vacances. Ok. Voilà. Alors, maintenant, pour les grandes villes surtout, quelles sont les précautions aussi à prendre concernant les activités de vacances des enfants? Concernant les activités de vacances, il faut tenir compte de l'âge de l'enfant. Souvent, vous voyez des enfants de 6 ans, 5 ans. Les parents veulent les initier, c'est vrai, à faire le commerce. Vous voyez l'enfant qui se balade seul avec des lotus ou avec des arachides jusqu'à 18h, 19h. La sécurité de l'enfant même n'y est pas. Donc vous voyez, il faut qu'on évite ça. On doit tenir compte de l'âge de l'enfant. On doit tenir compte aussi du lieu de travail de l'enfant. Quand vous voulez amener un enfant à apprendre un métier, il faudrait voir est-ce que celui que vous amenez votre enfant pour confier là est une bonne personne. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Voilà, ils maltraitent les enfants, ou bien il faut autre chose avec ces enfants. Donc il faut quand même avoir la bonne moralité pour pouvoir accueillir des enfants, pour pouvoir travailler auprès de toi. Voilà, donc il faut tenir compte de ça. En ville aussi, il faudrait aussi qu'on évite certains boulots pour les enfants, surtout dans les maquis et dans les bars. Vous allez voir des jeunes filles ou des petits garçons qui sont en train de laver les verres, qui ramassent les bouteilles. C'est nuisible pour la vie de l'enfant. Parce qu'une fois que l'enfant va s'habituer, voilà. Il y a d'autres même, souvent, quand ils passent, quand les grandes personnes là ont pris quand même leur dose, le restangolo, comme on les appelle là, les enfants là, ils viennent, ils prennent, ils boivent. Pour vider le fond. Pour vider le fond de la bouteille. Ou bien, donc déjà, c'est pas bon. Voilà, il faut s'assurer que le coin est bien protégé, s'assurer aussi que l'enfant va dans un coin sécurisé pour pouvoir apprendre un métier, même si c'est pour vendre aussi. L'initiation à l'entrepreneuriat ou même des activités qui vont quand même aider un tant soit peu à lutter contre le chômage parce que certains se seraient retournés vers l'entrepreneuriat. Oui, c'est l'idée même qu'on cherche. Voilà, aujourd'hui, on parle de l'école. On dit que l'école, on nous apprend à chercher les diplômes, on gagne les diplômes, on veut être fonctionnaire, il n'y a pas beaucoup de place pour la fonction publique. Mais déjà, si on apprend à faire l'élevage, on apprend à faire l'agriculture, on apprend à faire la couture, la soudure, la menuiserie. Déjà, ça c'est des métiers que tu arrives à faire avec tes 10 doigts. Voilà. Donc, tu peux t'en sortir facilement. C'est ça. Je me rappelle qu'un des jours, j'étais avec un collègue quand on était en bourse, et on voulait des affectations pour venir à Ouaga. Et quand on allait voir un des responsables, il demande, vous êtes dans le monde éducatif, mais à part l'éducation, qu'est-ce que vous savez faire? À part enseigner, qu'est-ce que vous savez faire? Moi, j'ai dit que je peux faire la soudure. Voilà, je lui ai dit que moi, j'ai un CAP en construction métallique. Et l'autre a dit que lui, à part l'enseignement, lui, il peut pas faire. Même cultiver, tu peux pas faire. Donc, déjà, tu vois, donc... il y a la différence. Voilà, il y avait une différence. Moi, j'avais quand même... deux, lui il avait peut-être un. Donc si c'est à choisir, voilà. Donc moi j'ai toujours dit, en dehors de ce que nous faisons, nous pouvons faire autre chose. Voilà. L'autre a dit tout de suite que tu n'as pas besoin qu'on te chasse. Bien sûr. Voilà. Quand tu travailles dans ton champ, tu fais ton élevage, c'est pour toi, tu entreprends et tu vas encore employer d'autres personnes et le nombre de chômeurs va diminuer. Merci beaucoup Youssef, à mardi prochain. Si Dieu le veut. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs de Bonjour le Façon. On se retrouve Inch'Allah demain pour d'autres aventures. Cuss.